Eda et Serkan se retrouvent contraints de partager le même espace pour le bien de leur petite fille, Kiraz. Mais attention, cette cohabitation n'a rien d'un conte de fées paisible. Cette luxueuse demeure devient un véritable champ de bataille territorial. Eda, déterminée à protéger son cœur meurtri, trace des lignes invisibles. Elle revendique la première chambre, s'imposant avec une froideur apparente, refusant catégoriquement de céder le moindre pouce d'intimité à cet homme qui a bouleversé sa vie. Serkan, avec son assurance légendaire qui dissimule mal sa vulnérabilité, tente de jouer sur l'ironie. Il lui rappelle les jours anciens, lui suggérant qu'ils auraient pu dormir ensemble dès le premier jour, et se moque de ses inquiétudes concernant le manque d'espace dans les armoires. Mais Eda n'est pas dupe. Elle exige son propre espace, repoussant les avances déguisées d'un homme qui cherche désespérément à briser la glace. Le dialogue est tranchant, les piques fusent, et derrière chaque reproche se cache un désir inavoué de se reprocher. Cependant, Aydan, la mère de Serkan, est au bord de la crise de nerfs. Elle cache un secret explosif, une vérité capable de détruire l'équilibre fragile de toute la famille. Kemal, cet homme de l'ombre, a emménagé ici en secret, sous le nez de tout le monde. Aydan vit dans la terreur absolue que Serkan découvre cette présence clandestine. Elle est sur le qui-vive, ordonnant à son entourage de se taire, de cacher la moindre trace de l'existence de Kemal. Mais ce n'est pas tout. Le véritable nœud de son angoisse réside dans des résultats de laboratoire. Des résultats qui sont censés arriver aujourd'hui même. Une révélation qui pourrait tout changer et dont le simple fait d'en parler lui donne l'impression d'être au bord de l'infarctus. Le compte à rebours est lancé et Aydan navigue sur un champ de mine émotionnel, sachant qu'un seul faux pas pourrait déclencher la colère dévastatrice de son fils. Loin des tourments d'Aydan, la cour de la maison devient le théâtre d'une scène aussi absurde qu'attendrissante. Serkan, dans sa volonté acharnée d'être un père parfait, a eu l'idée invraisemblable d'installer une immense machine de course, un tapis roulant, en plein milieu du jardin. Son objectif, apprendre à la petite Kiraz à marcher d'une manière totalement contrôlée et millimétrée, digne de l'architecte perfectionniste qu'il est. Lorsqu'Eda découvre cette folie, son sang ne fait qu'un tour. Comment peut-on imaginer faire marcher une petite fille sur un tapis de course, qui plus est sans même qu'elle ne porte des chaussures adaptées? La scène bascule dans une dispute parentale à la fois comique et profondément révélatrice. Eda, protectrice et pragmatique, s'insurge contre les méthodes froides et calculées de Serkan. Elle lit en lui comme dans un livre ouvert. Lorsqu'il se met à répéter son prénom de manière compulsive, elle sait instantanément qu'il est contrarié parce qu'elle a osé déjouer ses plans, parce qu'elle a osé entrer par le jardin au lieu de suivre le chemin qu'il avait tracé. Mais cette querelle sur l'éducation de Kiraz cache un conflit bien plus profond. Un conflit qui éclate au grand jour lorsqu'Eda découvre la vérité sur les intentions de Serkan. Il ne cherchait pas simplement à faire marcher leur fille, il prévoyait de l'emmener visiter des écoles privées en secret sans consulter Eda. La trahison, même minime, ravive les blessures du passé. Eda se sent écartée, manipulée. Elle lui reproche de vouloir imposer ses propres règles, d'utiliser son argent et son statut pour contrôler la vie de leur enfant. Elle lui rappelle avec force qu'elle a aussi une maison, qu'elle peut offrir une vie fantastique à leur fille sans lui. Face à la colère d'Eda, les défenses de Serkan s'effondrent d'un seul coup. Dans un moment de vulnérabilité saisissante, il avoue la véritable raison de son comportement. S'il la pousse à bout, s'il provoque ces disputes incessantes, c'est uniquement parce que c'est le seul moyen pour qu'elle accepte de lui parler. Quand tout va bien, Eda l'ignore, elle érige un mur de glace impénétrable. Mais dans la colère, il retrouve la femme passionnée qu'il aime. Il la regarde droit dans les yeux et lui fait la plus poignante des confessions. Tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il veut, c'est son pardon. Mais le cœur d'Eda est une forteresse verrouillée. Elle lui lance une réplique cinglante, affirmant qu'elle ne le croira pas, qu'elle ne lui pardonnera jamais, même pas s'il se mettait à manger des pommes de terre crues. Une métaphore absurde, mais qui symbolise l'impossibilité totale de sa rédemption. Le lendemain matin, Eda, avec un sourire en coin, met Serkan au défi de faire les courses lui-même. Pour un homme comme Serkan Bolat, un magnat de l'architecture qui contrôle tout depuis son luxueux bureau, l'idée même de mettre un pied dans un supermarché est une aberration totale. Il avoue, avec une fierté teintée de ridicule, qu'il n'a jamais mis les pieds dans un supermarché de toute sa vie. Il tente d'esquiver, de déléguer, appelant désespérément son chauffeur qui malheureusement est en déplacement. Accolé, refusant de céder face au regard triomphant d'Eda, Serkan accepte l'inconcevable. Il va affronter le monde des mortels, les allées du supermarché. Pendant que Serkan s'apprête à vivre le plus grand choc culturel de son existence, un autre drame se joue du côté de ses amis.
Engin, son associé, se retrouve entraîné dans cette spirale infernale. Engin tente d'aider Serkan par appel vidéo depuis le supermarché, guidant ce milliardaire complètement perdu au milieu des légumes. Mais ce geste d'amitié déclenche une véritable catastrophe conjugale. Piril, la femme d'Engin, découvre qu'il lui a menti sur sa localisation. La jalousie, ce monstre ravageur, s'empare d'elle instantanément. Laissant libre cours à sa paranoïa la plus sombre, elle s'imagine les pires scénarios de trahison. Elle se transforme en une femme obsédée, traquant la voiture de son mari, jurant de lui arracher le cœur pour le piétiner en 1000 morceaux. La tension est à son paroxysme, prouvant que même les couples les plus solides peuvent vaciller à la moindre étincelle de doute. Pourtant, cette folie passagère devra vite être mise de côté, car Engin et Piril ont eux aussi une guerre à mener, celle de l'école privée. Obsédés par l'idée de donner la meilleure éducation possible à leur enfant, ils décident de soudoyer la directrice de l'établissement prestigieux qu'ils convoitent avec des feuilles de vigne farcies, des dolmas faits maison. Lorsqu'ils apprennent qu'ils vont devoir passer des entretiens et affronter une compétition féroce contre d'autres parents riches et désespérés pour obtenir l'une des rares places restantes, leur instinct de prédateur se réveille. Engin prévient sa femme, ils ne vont pas simplement participer à cette compétition, ils vont écraser tous les autres parents. Ils vont gagner, peu importe le prix. Retournons dans l'arène cruelle du supermarché. Serkan est au bord de désespoir. Il tente même d'aborder un pauvre client pour le payer afin qu'il fasse les courses à sa place. Une tentative pitoyable qui se solde par un échec cuisant. Désorienté, il tient son téléphone en appel vidéo avec Engin, se plaignant des produits flétris. Engin, amusé, lui explique que les légumes avec des vers ou des imperfections sont les plus écologiques, les plus sains. Pour l'esprit aseptisé de Serkan, c'est une véritable abomination. L'homme qui dîne dans des restaurants étoilés perd tout appétit face à la dure réalité de la nature. C'est précisément à cet instant que Eda fait son apparition dans le supermarché. Elle est venue l'espionner, incapable de croire qu'il irait jusqu'au bout. Serkan, agacé mais désireux de prouver sa transformation, lui propose de diviser leur vie en deux, de séparer le frigo, les étagères et même leur chambre à coucher pour qu'elle puisse enfin être satisfaite. Il lui crie son épuisement, sa frustration d'être le seul à faire des efforts, le seul à devoir changer. Il lui rappelle ses paroles cruelles, ce défi impossible. « Tu ne me croirais pas, même si je mangeais des pommes de terre crues. » Et là, sous les yeux ébahis d'Eda, le miracle se produit. Serkan, l'homme le plus sophistiqué d'Istanbul, s'empare d'une pomme de terre couverte de terre directement dans le bac du supermarché. Malgré les cris de panique d'Eda qui le supplie de racrasser cette horreur pleine de vers potentiels, Serkan mord à pleines dents dans le légume cru. Il mâche, le regard fixé sur la femme qu'il aime, et murmure un provocateur « très bon ». C'est un acte de sacrifice ultime, une preuve d'amour, d'une brutalité et d'une sincérité absolue. Il a détruit son ego, il s'est sali, littéralement, pour lui prouver que ses sentiments sont inébranlables. Eda est laissée sans voix, profondément secouée par cet acte de dévotion qui dépasse tout entendement. Mais le répit est de courte durée. Juste au moment où l'on pense que la glace entre eux commence à fondre, une nouvelle tornade s'abat sur la maison. Et cette tornade porte un nom, Madame Dennis. Cette femme d'affaires sophistiquée débarque à l'improviste sous une chaleur écrasante de 40 degrés. Eda, qui observe la scène depuis le seuil, sent son sang bouillir. Dennis ne cache pas son admiration pour Serkan. Elle le flatte ouvertement, louant son honnêteté, sa responsabilité, sa force, allant même jusqu'à dire qu'il est impossible de trouver un homme comme lui. Eda fulmine de rage à entendre ces compliments mielleux. Lorsque Dennis propose à Serkan de l'emmener dans sa voiture rapide pour discuter affaires autour d'un café, soi-disant de manière détendue, Eda voit rouge. Elle ordonne presque à Serkan de l'emmener loin d'ici avant qu'elle ne la jette elle-même. À peine Serkan et Dennis partis, le poison de la jalousie s'insinue dans les veines d'Eda. Le démon du doute s'empare de son esprit. Mélo, sa fidèle amie et complice de toujours, sent le désespoir d'Eda et décide de prendre les choses en main. S'auto-proclamant leader et experte en espionnage des réseaux sociaux, elle traque les moindres mouvements de Dennis en ligne. Les découvertes sont fracassantes. Les photos montrent Serkan et Dennis non pas en train de boire un simple café, mais attablés pour un repas qui semble bien trop intime, souriant, complice. Pour Eda, c'est l'effondrement. Elle, qui avait posé des règles strictes, refusant la présence d'une autre femme dans la vie de Serkan et autour de sa fille Kiraz, se sent bafouée, trompée, humiliée. Elle crie à la trahison, jurant qu'elle va faire trembler ce petit nid d'amour jusqu'à ses fondations. Elle ne refuse pas d'admettre qu'il s'agit d'une crise de jalousie, se cachant lâchement derrière l'excuse de l'instinct maternel, mais son cœur en miettes raconte une autre histoire. Elle se sent comme une femme trompée, prête à déclencher l'apocalypse. Le point culminant de notre épisode est enfin atteint, lorsque Serkan rentre à la maison, ignorant totalement la tempête qui l'attend. Eda l'accueille avec la fureur d'une lionne blessée. Elle l'accuse ouvertement d'avoir brisé leur pacte, de l'avoir nargué en célébrant son nouveau contrat portuaire en tenant la main de Dennis et en la regardant dans les yeux. Elle est prête à tout brûler, convaincue de son infidélité émotionnelle. Mais Serkan, avec un calme déconcertant et une douceur infinie, désamorce la bombe. Il l'assure qu'il n'y avait aucun tête-à-tête romantique, qu'il n'était pas seul. Eda, aveuglée par la colère, refuse de le croire, pensant qu'il parle du serveur.
C'est alors que Serkan sort son téléphone et lui montre la preuve irréfutable, une photo prouvant la présence d'un troisième homme, un partenaire d'affaires, à leur table. Le soulagement, bien qu'inavoué, traverse le regard d'Eda. Sa colère redescend, remplacée par une confusion troublante. Serkan, dans un moment de tendresse rare, la regarde et lui avoue doucement qu'elle a peut-être venu de lui sauver la vie par cette crise de jalousie, car elle lui prouve, sans qu'elle le dise à voix haute, qu'elle tient encore viscéralement à lui. Jours anciens, lui suggérant qu'ils auraient pu dormir ensemble dès le premier jour, et se moque de ses inquiétudes concernant le manque d'espace dans les armoires. Mais Eda... Bolat, un magnat de l'architecture qui contrôle tout depuis son luxueux bureau, l'idée même de mettre un pied dans un supermarché est une aberration totale. Puis dormir ensemble dès le premier jour, et se moque de ses inquiétudes concernant le manque d'espace dans les armoires. Mais Eda n'est pas dupe. Elle exige son propre espace, repoussant les avances déguisées d'un homme qui cherche désespérément à briser la glace. Elle se transforme en une femme obsédée, traquant la voiture de son mari, jurant de lui arracher le cœur. Elle s'imagine les femmes obsédées. Elle se transforme en une femme obsédée,